Je crois que la négociation collective, c'est avant tout une affaire de comportement, d'attitude et de méthode. En France, on a tendance à aborder ce sujet de façon très institutionnelle et normative. Donc, si on revient sur les questions de comportement et de méthode, je pense que pour bien négocier, il faut d'abord être capable de partager avec ceux avec lesquels on négocie quel est l'objet de la négociation que l'on souhaite porter. Ensuite, il est important de faire ce que l'on appelle un diagnostic partagé. C'est important que tous les interlocuteurs autour de la table aient une vision finalement partagée du sujet qu'on a à aborder. Une fois qu'on a fait ce diagnostic partagé, il faut se mettre d'accord sur les grands enjeux de la négociation. Quels sont les points sur lesquels on est susceptible de converger et de diverger. Et ensuite, on peut rentrer à proprement parler dans le processus de la négociation. Trop souvent, on a tendance à considérer que lorsque la négociation est terminée, l'affaire est faite. Or, elle ne fait que commencer. C'est-à-dire que les négociateurs ont aussi une grande responsabilité qui est de rendre lisible le contenu des accords qu'ils signent. Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart des accords dans quelque secteur que ce soit, c'est absolument incompréhensible pour ceux à qui c'est destiné, c'est-à-dire les salariés, les managers. Donc il y a un travail de pédagogie pour rendre lisible le contenu de la négociation. Et après, je pense que moi, j'encourage beaucoup l'expérimentation. On est dans un pays dans lequel on a tendance à considérer que tout le monde doit être traité de la même façon, le même jour, à la même heure. En matière de négociation, il est probablement judicieux de pratiquer l'expérimentation pour voir ce qui marche moins bien, et ensuite, finalement, envisager des extensions. Et enfin, dernier point de méthode, c'est ce que j'appelle le plan d'action. Un accord, finalement, une négociation, c'est comme un projet industriel. Il faut qu'il y ait un plan d'exécution derrière. Qui est responsable de quoi? Dans quel délai ça doit être mis en œuvre? Et enfin, derrière l'évaluation. Le comportement, là on parlait de la méthode, le comportement, c'est le respect de ses interlocuteurs. On a des idées, mais on doit accepter que d'autres puissent en avoir et qu'elles puissent être intéressantes et qu'elles peuvent enrichir le débat. Et je dirais, et ça c'est pas facile pour les négociateurs, surtout dans la culture française, il faut s'asseoir sur son ego, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire j'ai raison et voilà la solution qui s'impose. Donc voilà quelques ingrédients de méthode et de comportements qui sont, à mon avis, assez fondamentales dans le champ de la négociation collective. Quand j'étais directeur général de la branche métallurgie, nous avons considéré à un moment donné que finalement le dispositif conventionnel qui était en vigueur dans cette branche était la résultante de ce que j'appelle la culture des couches géologiques à travers les siècles, donc une accumulation de textes qui ne correspondait plus finalement à la réalité des entreprises adhérentes d'aujourd'hui et de demain. Sur la base de ce constat, nous avons décidé d'ouvrir une démarche destinée finalement à renégocier avec les organisations syndicales de la branche la totalité de ce dispositif conventionnel. Tout d'abord, pendant 2 ans, on a fait un diagnostic, un état des lieux du dispositif conventionnel et de son application dans la métallurgie, avec les organisations syndicales, de temps en temps en bilatéral, de temps en temps en multilatéral, et nous avons également fait des groupes de travail avec des représentants des entreprises. Donc pendant 2 ans, on a préparé finalement le diagnostic et on s'est mis d'accord sur ce que nous considérions comme étant les grands enjeux de cette négociation. Une négociation, elle doit recouvrir finalement les enjeux stratégiques de l'entreprise, de la branche, et en ce qui vous concerne finalement les enjeux de la fonction publique. Et la question c'est en quoi finalement, quelles sont les transformations économiques, environnementales auxquelles on va être confronté, technologiques, et en quoi les mesures sociales finalement pourront accompagner cette transformation. Si on regarde ça d'un point de vue culturel, on demande à des acteurs qui fonctionnaient dans un paysage qui se caractérisait par le poids de la norme
il y avait une hiérarchie des normes, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, la loi, l'accord interprofessionnel, l'accord de branche et l'entreprise. Et là, on a complètement renversé les choses. C'est l'entreprise qui devient le lieu principal de la négociation. Il est clair que ce type de transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que note le comité d'évaluation, c'est que les nouvelles instances représentatives ont été mises en place. Elles ont, sauf exception, été mises en place plutôt dans un esprit assez conservateur et traditionnel, c'est-à-dire ce que j'appelle l'approche juridico-administrative. Et peu d'entreprises se sont véritablement saisies de l'espace de liberté qui leur est confié. Dans le champ spécifique de la négociation, il y a 2 ou 3 éléments qui caractérisent les ordonnances. La première, c'est la possibilité pour les entreprises de négocier un agenda pluriannuel. Cette opportunité est encore peu utilisée et on voit apparaître 2 nouveaux outils dans le champ de la négociation, ce qu'on appelle les accords de performance collective et les ruptures conventionnelles collectives qui sont un outil de gestion de l'emploi. Avant Covid, les accords de performance collective se sont mis en place progressivement, de façon assez hétérogène, depuis que nous sommes rentrés dans la période Covid. Et c'est probablement une bonne nouvelle pour le dialogue social. On s'aperçoit que les acteurs de terrain, compte tenu de la gravité de la situation, se sont affranchis des normes juridiques et ont fait appel à leur bon sens et à leur expérience pour trouver ensemble des solutions adaptées au terrain. En synthèse, les ordonnances se mettent en place progressivement. Il y a encore un très gros travail à faire par les acteurs sociaux pour que la qualité du dialogue social, c'était l'objectif des ordonnances, soit sensiblement améliorée. Comment dépasse-t-on effectivement le caractère juridique? Moi, je vais vous répondre en fonction de l'expérience longue que j'ai dans ce domaine. Je crois qu'en 40 ans de vie professionnelle et de négociation, je n'ai jamais regardé ni le contenu du Code du travail, ni le contenu des conventions collectives, y compris quand je dirigeais la branche de la métallurgie. À chaque fois que j'ai mené une négociation, je me suis posé la question de, finalement, quel est l'objectif vers lequel on doit tendre, quels sont les progrès que l'on doit obtenir, qu'est-ce qu'on veut absolument avoir à la fin de cette négociation, et quels sont les éléments sur lesquels on est prêt à ouvrir le débat. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas être caricatural, que l'aspect de droit n'a pas d'importance, mais j'ai été entouré par des personnes à qui je demandais, une fois que j'avais fait ces exercices avec les opérationnels avec lesquels je travaillais, qui avaient en charge le business, dans un deuxième temps, une fois qu'on avait tracé finalement la feuille de route, nous demandions à des gens dont c'est le métier finalement de nous apporter un éclairage pour nous assurer que ce qu'on était en train de bâtir finalement pouvait passer la rampe sur le plan du droit. Mais très souvent, j'ai constaté à tout niveau qu'on fait rentrer dès le départ dans le jeu de la négociation le droit, et là, à mon avis, on amoindrit considérablement l'efficacité de la négociation. Ça n'est pas un exercice juridique, c'est un exercice, finalement, c'est de l'animation de projet, qui doit chercher la meilleure efficacité. Et bien sûr, on doit s'assurer, mais uniquement à la fin, qu'on respecte un cadre légal, ou quel qu'il soit, conventionnel, etc. La négociation n'est pas une fin en soi, c'est un levier finalement destiné à permettre de faire évoluer les conditions sociales, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour satisfaire des objectifs économiques et des objectifs de transformation.
Alors quel est le rôle des DRH et quel est le rôle des managers dans la négociation collective? Les deux parties sont concernées. Je commencerai par les managers parce que je le répète, une négociation n'a de sens que si elle accompagne des transformations en termes de business, d'activité. Et donc il est important que ceux qui conduisent et qui pilotent finalement l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, soient associés à la préparation de la négociation et soient associés aux résultats escomptés de cette négociation. Donc le rôle du management est primordial de ce point de vue, et le rôle du management sera également primordial sur un deuxième aspect, qui est une fois que la négociation est terminée, comment la rendre opérationnelle, c'est-à-dire comment la rendre effective. Qu'est-ce que je vais faire en tant que patron d'une activité pour que l'accord qui a été signé se concrétise concrètement dans l'environnement dont j'ai la responsabilité. Ça, c'est les deux rôles essentiels du manager par rapport à la négociation. Les directions de ressources humaines et les directions de relations sociales, lorsqu'elles existent, elles, comme dans le champ général des ressources humaines, sont ce qu'on appelle une fonction d'accompagnement et une fonction de support. C'est-à-dire qu'elles sont là pour apporter des éléments de cadrage, pour s'assurer que la façon dont on mène la négociation sur le plan de la méthode va dans le bon sens, et s'assurer également que les aspects de droits sociaux sont bien pris en compte. Ces directions de ressources humaines ont également un rôle important à jouer dans la partie pédagogique, c'est-à-dire être en capacité de rendre lisibles les accords pour ceux ou celles à qui elles sont destinées.